C'est la panique chez Apple, le tout premier iPhone sort demain et quoi? On n'a pas encore implémenté la fonction de copier-coller? Même si le produit est une révolution, la sortie est tellement précipitée qu'il faudra attendre l'iPhone 3GS pour le faire. Des fonctionnalités manquantes comme celle-là, il y en a pas mal, impossible de filmer. Pire, il n'y a qu'un seul opérateur téléphonique autorisé sur les iPhones, AT&T. Ils sont l'unique option pour passer des appels sur le smartphone le plus innovant du marché, un monopole juteux. Enfin ça, c'est la théorie, en pratique, le réseau est lent, ça bug à mort, des dizaines de crashs et même des gens qui se retrouvent connectés au compte de quelqu'un d'autre. C'est le début de l'internet mobile, le réseau 3G existe mais l'iPhone est bloqué à la 2,5G d'un opérateur assez bancal. Trop de défauts selon George Hotz qui décide d'utiliser ce qu'il a sous la main pour résoudre le problème. Il prend un tournevis à lunettes et un médiator et bingo, le blocage n'est pas logiciel mais matériel. Il lui suffit de retirer une pièce et ça y est, il peut utiliser un autre opérateur. C'est le premier à utiliser l'iPhone débridé. Les fans de tech s'emballent, tout le monde veut l'iPhone débloqué de GeoHot. Il finit par l'échanger avec le fondateur de l'entreprise Certicell, contre une voiture et 3 iPhones neufs. Et d'autres ont déjà modifié leur appareil peu avant lui. Comment font-ils pour hacker l'iPhone? Quelles sont les techniques et les outils qu'ils utilisent? Pour répondre à ces questions, on a fait appel à un invité de marque, Epitech, l'une des écoles les plus reconnues dans l'informatique en France. Grâce à une pédagogie innovante basée sur des projets concrets, vous apprenez à maîtriser les technologies les plus récentes et à développer votre créativité. 15 campus en France, 5 à l'international et plus de 6000 étudiants. Leur lien est en description. Le 10 juillet 2007, l'iPhone Dev Team, une équipe de hackers, poste sur YouTube une vidéo de leur sonnerie. Ouhou, épatant. Ça paraît nul, mais pour l'époque, c'est un vrai exploit. Ce que cette vidéo signifie, ce n'est pas seulement qu'ils ont une sonnerie stylée, c'est qu'ils ont réussi à s'infiltrer dans un système qui est normalement blindé et à obtenir l'accès administrateur pour leur insérer leurs propres données et commandes. C'est l'escalade des privilèges. Il faudra attendre 3 ans pour qu'Apple autorise officiellement ses utilisateurs à faire la même chose. Là, c'est juste un son, mais ça peut aller beaucoup plus loin. En mettant des lignes de code, ils peuvent installer leurs propres applications. C'est ça le jailbreak. Prendre l'accès total d'un appareil pour exécuter nos propres programmes. C'est à ce moment que l'iPhone SIM Free Team, un groupe de 6 développeurs indépendants, publie AnySIM, une application qui débloque le réseau. Désormais, plus besoin de risquer de casser les composants, tout le monde peut utiliser son propre fournisseur. Enfin, pour installer le logiciel, il faut quand même un jailbreak. L'App Store n'existe pas et Apple ne donne pas le droit de nativement modifier le téléphone. La pratique fait de plus en plus parler d'elle, les développeurs passionnés veulent tous voir leur propre application sur mobile. Jason Merchant publie alors le premier jeu de l'iPhone, Zune 2. Le principe, vous utilisez un mini iPhone pour faire exploser des Microsoft Zune, le concurrent de l'époque. Le 27 septembre 2007, les choses tournent mal. Apple commence à voir l'engouement autour du hack de ses appareils et n'aime pas du tout ça. Lorsqu'il comble la faille utilisée en publiant une mise à jour obligatoire, un téléphone patché par AnySIM devient complètement inutilisable. On dit qu'il est brick. C'est le début d'un jeu de chat et de la souris entre Apple et les hackers. L'entreprise annonce que la pratique du jailbreaking est illégale en citant des lois de copyright. Pourtant, un an après, le libraire du Congrès dit le contraire. Le verdict officiel sort quelques années plus tard. En 2012, Apple n'a pas le droit d'interdire le jailbreak car ça ne viole aucune loi de copyright, mais peut tout de même lutter contre. Il ne leur reste qu'une seule arme, les patchs. Quant aux hackers, ils doivent redoubler d'efforts pour trouver d'autres brèches pas encore comblées. Le 11 octobre, l'iPhone SIM Free Team annonce qu'ils ont réussi à hacker la nouvelle version et à réparer les téléphones briques. Apple ne se laisse pas faire et publie le mois suivant la mise à jour 1.1.2 qui contre tous ces hacks. À chaque nouveau patch, les failles sont comblées, mais les hackers sont déterminés à trouver un nouveau moyen d'escalader les privilèges. Comment ils font exactement? Qu'est-ce qui leur permet de s'infiltrer dans un système pour en prendre le contrôle? Le but, c'est les permissions administrateurs. C'est avec le bon niveau de permission qu'on peut modifier ce que l'on veut dans le système si les droits nous le permettent. Nativement, Apple accorde seulement un accès utilisateur, interdit de toucher aux données du système d'exploitation. Tout ça est contenu et géré par fstab, un fichier qui contient les permissions de chaque utilisateur sur les systèmes Unix et assimilés Unix, dont iOS fait partie. Voici ce qu'il contient. Sur la première ligne, on voit les lettres R et O qui signifient qu'on a le droit de lecture uniquement. On peut voir les fichiers, mais impossible de les modifier. Suffit de remplacer le O par un W et on obtient les droits de lecture et d'écriture sur tout le système. Et voilà, vous avez votre iPhone jailbreak. Bon, en vérité, c'est pas si simple. Le fichier qu'on doit changer n'est lui-même pas modifiable. Pour y parvenir, il faut un peu ruser. Pour les premières versions d'iOS, c'est facile. Une simple faille permettait de le faire. Mais au fur et à mesure des patchs, la sécurité des appareils s'est beaucoup améliorée et c'est devenu de plus en plus complexe de trouver des failles à exploiter pour pouvoir modifier ce fichier qui n'est normalement pas modifiable.
comment s'infiltrer dans le système. Imaginez, vous avez un iPhone 4 sous iOS 7.1.2 et vous voulez le jailbreaker pour avoir plus d'applications. Vous utilisez Red Snow sur votre ordinateur et ça marche. Bravo, bon il est tard, vous l'éteignez, vous pourrez en profiter demain. À votre réveil, plus rien. Impossible de redémarrer. Votre téléphone est inutilisable. Un bug, un virus, une mauvaise manip? Non, c'est un certain type de jailbreak qu'on appelle tethered. Certaines versions d'iOS sont plus difficiles à patcher que d'autres. Les failles utilisées peuvent rendre nécessaire de brancher un ordinateur à chaque redémarrage. Le Graal que cherchent toutes les teams de hackers, c'est l'opposé, qui garde toutes les données, l'untethered. Mais c'est pas évident, le démarrage de l'iPhone met l'accent sur la sécurité. Il y a 4 étapes avant d'arriver à l'interface utilisateur. Chacune d'entre elles sécurise la suivante, donc une simple erreur peut rendre une faille inexploitable. Chaque phase correspond à un endroit potentiel par lequel s'infiltrer. Le boot ROM, c'est la mémoire qui contient le premier code qui s'exécute quand on allume un iPhone. On ne peut pas le modifier ni le mettre à jour, pourtant il est super important. C'est lui qui vérifie les processus du démarrage. Le bon côté, c'est qu'une faille dans le boot ROM est impossible à patcher. Ça veut dire que le jailbreak fonctionnera toujours, même après des mises à jour. Et oui, même Apple peut pas modifier son contenu. Le mauvais, c'est que trouver une vulnérabilité à cet endroit est tellement compliqué que la majorité des hackers abandonnent l'idée. C'est ce qui s'est passé avec Pwnage et son successeur, la version 2.0, qui permettent de jailbreak jusqu'à l'iPhone 3G. Ces logiciels créent un firmware modifié qui contient le jailbreak. Au lieu de vérifier la signature d'Apple, la faille dit toujours que tout est bon. Prochaine étape dans le démarrage, l'iBoot. L'une des premières failles trouvées, c'est la CP Command. Elle permet de copier des fichiers sur l'iPhone sans passer par des vérifications d'Apple. C'est grâce à elle que AppTap et iBreaker, des pionniers du jailbreak, ont réussi à installer une version modifiée du logiciel. Pour ça, on fait une copie du système à un détail près. On modifie FSTAB, le fichier qui gère les permissions de lecture et d'écriture sur les différentes partitions de l'iPhone. On transfère le tout à travers le protocole AFC, Apple File Conduit, un service d'iTunes qui permet d'échanger des données. Normalement, il est limité aux photos et aux musiques, mais avec la faille CP Command, on peut y mettre ce qu'on veut. On y ajoute un fichier service.plist, il va nous permettre d'utiliser AFC2, une version alternative d'AFC, qui nous donne un accès complet à tout le système. Cette méthode est utilisée jusqu'à iOS 8, mais c'est pas celle qu'utilise JailbreakMe, la référence en la matière. On parle d'une vraie brèche au cœur de TIFF, un format d'image. Le principe est si simple qu'il peut être appliqué directement depuis le navigateur. Pour ça, on crée une photo contenant du code caché, en manipulant les éléments pour faire déborder la mémoire et exécuter ce qu'on veut. Et c'est juste trop puissant. Voici une petite démo. As you can see, this is the website that we're gonna use it. Oui, il suffit juste d'aller sur un site internet et hop, plus de limite. Et c'est pas tout. En plus de débloquer votre téléphone, cette manipulation télécharge une application révolutionnaire qui marque le début de l'âge d'or du jailbreak. Cette icône que vous voyez sur votre écran d'accueil, c'est installer.app, le tout premier magasin d'applications non officiel. Quelques mois plus tard, c'est Cydia qui le remplace. C'est là que tout change. Plus besoin de galérer à trouver des logiciels à moitié honnêtes sur d'étranges forums de hackers, tout est là à portée de doigt. Tout le monde est emballé. Les grands acteurs du jailbreak commencent à gagner en popularité. Le nom de Jay Freeman est vu par plusieurs centaines de milliers de personnes. C'est lui qu'on voit sur le menu, le créateur de Cydia. Il crée la plateforme après qu'Apple ait refusé son application de mode vidéo. Car oui, on l'a dit, avant iOS 3, impossible de filmer avec son iPhone. Déterminé, il préfère prendre son indépendance avec son propre store. Et ça marche, Cydia est partout. On est en 2011, les outils sont tellement sophistiqués que certains s'amusent à craquer les iPhones des Apple Store. Jay Freeman annonce mi-2009 que parmi les 40 millions d'iPhone et iPod vendus, 4 millions utilisent son store. Un utilisateur sur 10. À son plus haut, grâce aux pubs et aux applications payantes, Cydia génère plus de 10 millions d'euros par an. Le développeur devient une célébrité parmi les hackers, et c'est pas le seul. On a aussi Ben Bayer, un employé de chez Apple, oui. Geo Hot évidemment, avec la publication de son nouvel outil, mais pas que. Lui il s'arrête pas là, il s'occupe de craquer même la PlayStation. Mais Sony porte plainte. Il est contraint à ne plus jamais diffuser d'informations en rapport avec les produits de la marque. Heureusement pour lui, tout va bien, quelques mois après, il se fait engager par Facebook. On a entendu parler de lui récemment, il a travaillé avec Elon Musk sur la refonte de Twitter. Ouais bon, on a vu meilleure reconversion et il y est pas resté très longtemps. Celui qui gagne le plus de fame, c'est le créateur de Spirit. Même principe que JailbreakMe pour l'iPhone 4. Déverrouillez votre téléphone en un clic. Il arrive sur le devant de la scène, tout le monde l'acclame, il apparaît sur Forbes jusqu'à ce qu'il soit engagé par Apple. Avec tant de monde, les choses peuvent vite mal
tourner. En novembre 2009 apparaît le premier virus d'iOS. Heureusement, son auteur est juste un troll. Il ne fait que remplacer le fond d'écran par Rick Astley, un rickroll qui sensibilise le public aux problèmes de cybersécurité selon lui. Mais ça donne des idées à d'autres, eux mal intentionnés, qui compromettent vos comptes ou transactions bancaires. C'est la triste réalité derrière le jailbreak. Ouvrir en grand les portes de ton téléphone permet de le personnaliser entièrement, mais ça laisse entrer le code de développeur non certifié par Apple. Depuis, le jailbreak s'essouffle, même Cydia a fermé ses fonctionnalités de paiement. Apple n'est plus la même entreprise qu'en 2007. Désormais, les fonctionnalités pour lesquelles les gens hackaient leur téléphone sont incluses par défaut. On peut même dire que le jailbreak l'a aidé. Même si l'entreprise a toujours désigné la pratique comme mauvaise, ce sont ces hackers passionnés qui leur ont permis de trouver des failles dans leur système. Au lieu de lutter vainement contre le jailbreak, Apple a trouvé une meilleure manière de gagner, le rendre obsolète. Pourtant, on risque peut-être d'avoir un retour en force des applications non officielles. Si Apple a toujours fermé son système, il sera bientôt possible d'installer son propre programme nativement, sans avoir à modifier son iPhone. Le sideloading, c'est ce que l'Union Européenne force l'entreprise à faire, comme elle l'a déjà fait pour le passage à l'USB-C. Est-ce que ça signifie la fin du jailbreak? Pas si sûr. Il y aura toujours des hackers curieux et créatifs qui voudront explorer les limites de leur appareil. Le jailbreak n'est peut-être pas mort, il se réinvente. Merci d'avoir regardé la vidéo et merci à Epitech pour leur soutien. Cliquez sur le lien en description pour avoir plus d'informations. Mettez un pouce bleu de l'amour et abonnez-vous. Allez les amis, ciao!